Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée de Jean-Paul Sartre qui est bien à la fois déstabilisante et incroyablement puissante. On va parler de sa vision de la vérité, qu'il a développée dans un texte qui s'appelle Vérité et existence. La question de départ est immense. Dans un monde où les certitudes absolues semblent s'effriter, comment peut-on savoir ce qui est vrai? Il faut se remettre dans le contexte. On est à Paris, en 1948. La guerre a tout balayé. Pour Sartre, les anciennes garanties, comme une vérité révélée par Dieu, ne tiennent plus. Alors, la question se pose, brute, d'où vient la vérité maintenant? On entre donc dans le vif du sujet. Le point de départ de Sartre, c'est ce sentiment, ce vertige même. Comment fait-on pour s'orienter dans un monde qui n'a pas de vérité toute faite, pas de mode d'emploi? En fait, pour Sartre, l'existentialisme, c'est ça. C'est accepter que l'humanité a perdu le confort d'une vérité qui viendrait d'en haut, d'une entité supérieure. Du coup, on se retrouve seul pour tracer notre propre chemin. Et oui, ça peut faire peur. Mais c'est aussi là que tout commence. C'est la condition même de notre liberté la plus radicale. Alors, pour bien saisir sa réponse, il y a deux concepts fondamentaux à comprendre. Voyez-les un peu comme les deux pièces maîtresses de sa philosophie. C'est l'interrupteur qui va nous permettre d'allumer la lumière sur sa pensée et finalement sur le monde tel qu'il le voit. Bon, regardons ça de plus près. D'un côté, il y a ce que Sartre appelle l'être en soi. Qu'est-ce que c'est? C'est le monde des choses, des objets. Une pierre, une montagne. C'est inerte, massif, ça ne change pas. Ça est, tout simplement. Imaginez un monde plongé dans l'obscurité totale. Et de l'autre côté, il y a l'être pour soi. Et ça, eh bien, c'est la conscience humaine. C'est la liberté, l'action. La conscience en elle-même n'est rien de matériel. C'est un néant pour Sartre, mais elle est la source de toute lumière. C'est elle qui va, en quelque sorte, allumer la lumière dans la pièce. Et c'est là que la pensée de Sartre devient vraiment fascinante. Parce que si la conscience est une source de lumière, alors la vérité, ce n'est pas quelque chose qu'on découvre par hasard, comme un trésor caché. Non, c'est quelque chose qu'on fait. C'est une action. Sartre l'exprime avec une phrase absolument magnifique. Connaître, c'est malgré tout conférer une dimension d'être à l'être, la luminosité. Autrement dit, l'acte de connaître n'est pas passif. C'est un acte créateur, un acte qui vient littéralement illuminer un morceau du réel, qui sans nous resterait dans l'ombre. Le processus, au fond, est assez simple à visualiser. Imaginez. D'abord, on a le monde, l'être, qui existe, brut, massif, mais dans le noir. Ensuite, intervient la conscience, notre fameux « pour soi ». Elle agit comme une sorte de lampe de poche. Elle se dirige, elle choisit d'éclairer une partie de ce monde, et pas une autre. Et c'est là, précisément dans cette rencontre active entre le faisceau de lumière et la chose éclairée, que la vérité naît. Mais attention, pour Sartre, ce n'est pas la fin de l'histoire. Avoir une révélation personnelle dans son coin, ça ne suffit pas. La vérité, pour vraiment exister, doit avoir une dimension sociale. Elle doit être partagée. Au tout début, quand on éclaire quelque chose avec notre conscience, la découverte n'appartient qu'à nous. C'est une expérience intime, une certitude subjective. Mais le moment décisif, le vrai tournant, c'est ce geste de tendre cette découverte à quelqu'un d'autre. C'est l'acte de la communiquer, de la formuler pour autrui. Et c'est seulement à ce moment-là que l'expérience subjective se transforme. Elle se solidifie. Elle devient en quelque sorte un objet dans le monde commun. Elle devient une vérité objective parce qu'elle est désormais accessible aux autres. C'est en la donnant qu'elle devient réelle pour tout le monde. C'est sans doute l'une des plus belles phrases de cet essai. La vérité est don. Une vérité qu'on garde pour soi n'a pas encore atteint son plein potentiel. Elle a besoin d'être offerte, d'être donnée pour exister vraiment. Forcément, si la vérité repose entièrement sur notre liberté, ça ouvre la porte à une autre possibilité, tout aussi radicale. La liberté de choisir la non-vérité, de refuser de savoir. Le raisonnement est implacable. Si on est libre d'allumer la lumière et de créer de la vérité, on est tout aussi libre de ne pas le faire. On peut choisir de détourner le regard, de laisser les choses dans l'ombre. On voit bien ici les deux chemins possibles. D'un côté, la voie de la vérité, qui naît d'un amour de ce qui est, d'un désir de dévoiler le monde, c'est un engagement actif. De l'autre, on a le chemin de l'ignorance volontaire. Son moteur, c'est la peur de notre propre liberté, de nos responsabilités. Et c'est ça que Sartre appelle la mauvaise foi. Se mentir à soi-même, faire semblant de ne pas être libre, pour échapper à l'angoisse que cette liberté provoque. Et pour finir, Sartre nous amène à une réflexion très personnelle. Il nous pousse à nous interroger sur la nature même des vérités que l'on possède. Est-ce qu'elles sont encore vivantes ou sont-elles devenues des sortes de fossiles? La distinction est vraiment puissante.
Une vérité vivante, c'est une vérité qui implique un risque, un engagement personnel. C'est une illumination qu'on doit entretenir activement. À l'opposé, une vérité morte, c'est juste un fait vérifié, une information qu'on tient pour acquise. C'est devenu un simple instrument, quelque chose qu'on utilise sans même plus y penser. L'idée que la Terre tourne autour du Soleil était une vérité terriblement vivante et risquée pour Galilée. Pour nous, aujourd'hui, c'est une vérité morte, une simple ligne dans un manuel scolaire. La question que Sartre nous laisse est donc assez vertigineuse. Parmi toutes nos certitudes, nos croyances, nos savoirs, lesquelles sont encore un engagement actif, lesquelles continuent d'être un processus d'éclairage risqué, et lesquelles, au fond, sont encore réellement vivantes.